Il est des blessures qui façonnent un destin plus sûrement que n'importe quel succès. Pour Tina Turner, née Anna Mae Bullock dans le petit village rural de Nutbush, Tennessee, cette cicatrice porte un nom, Ike Turner. Bien avant les ovations debout, les records de vente et les stades pleins à craquer, elle était une adolescente timide, mais animée par une voix brute, puissante, presque sauvage. Cette voix, qui allait un jour changer l'histoire de la musique, ne servait alors qu'à rêver d'un ailleurs, à chanter pour oublier la poussière des routes et la modestie des jours. En 1957, un soir banal au Manhattan Club de Saint. Louis, ce rêve prend forme. Ike Turner, déjà chef d'orchestre respecté et figure redoutée du R&B, repère cette jeune fille lorsqu'elle ose s'emparer d'un micro pendant une pause. En quelques notes de blues, elle attire son attention. Ce moment, qui aurait pu être l'aube d'un conte de fées, devient le point de départ d'un lien ambigu, à la fois tremplin et prison. Ike l'invite à rejoindre les Kings of Rhythm, lui donne un nouveau nom de scène, Tina Turner, et la propulse en figure de proue du groupe. Au début, tout ressemble à une chance inespérée. Les premiers enregistrements s'enchaînent, le succès frappe à la porte avec A Fool in Love en 1960, et la Tina and Ike Turner revue devient rapidement une machine de scène redoutable. Plus de 250 concerts par an, des hits comme Proud Mary ou River Deep, Mountain High, et une énergie scénique qui électrise l'Amérique et l'Europe. Mais derrière les sourires et les chorégraphies millimétrées, la réalité est plus sombre. Le partenariat professionnel se transforme vite en relation personnelle. Ils se marient en 1962, mais le rêve s'effondre dès la nuit de noces. Une cérémonie expédiée à Tijuana, suivie d'une nuit humiliante dans un bordel. Tina ne parlera de cette scène que des années plus tard, mais déjà, l'amour a laissé place au contrôle. Ike verrouille tout, ses finances, son emploi du temps, jusqu'à son nom, qu'il dépose légalement pour pouvoir la remplacer si elle le quitte. La violence devient quotidienne. Ike frappe avec ce qui lui tombe sous la main. Cintre, chaussures, poing. L'humilie verbalement, la menace, la rabaisse. La dépendance à la cocaïne aggrave encore ses accès de paranoïa. Il la viole après les coups, comme pour marquer son emprise. Tina chante avec des côtes cassées, cache ses bleus sous le maquillage, porte des perruques pour dissimuler les dégâts. En coulisses, elle est seule. Sur scène, elle devient une boule d'énergie portée par l'adrénaline et la peur. Ce n'était pas de la force, c'était un traumatisme déguisé en paillettes, confiera plus tard Rhonda Graham, son assistante. En 1968, après une période particulièrement violente et un épuisement mental extrême, Tina tente de mettre fin à ses jours en avalant des somnifères. Elle survit, mais une fissure irréversible s'installe. 8 ans plus tard, en juillet 1976, la rupture survient. Lors d'une tournée à Dallas, après une énième agression dans leur limousine, elle s'enfuit. Vêtue d'un simple tailleur blanc, pieds nus, elle traverse une autoroute et se réfugie dans un hôtel voisin. Elle n'a sur elle qu'une carte d'essence et 36 cents. La fuite est suivie d'un cauchemar juridique et financier. Tina n'a ni argent ni avocat, aucun droit sur leur carrière commune. Mais au tribunal, elle ne réclame qu'une chose, son nom. « Je l'ai mérité », déclare-t-elle au juge. Elle renonce à toutes les royalties, aux biens, à tout ce qui pourrait la lier à Ike. Elle recommence à zéro, chantant dans de petites salles, vivant grâce aux bons alimentaires, traînant derrière elle un traumatisme qu'elle n'exprime pas encore. Pendant des années, Tina refuse de parler publiquement des abus. Ce n'est qu'en 1986, dans son autobiographie Tina, qu'elle dévoile l'ampleur de l'enfer vécu. Le livre choque le monde entier, mais elle précise « Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération ». Ike Turner meurt en 2007. Tina n'assiste pas à ses funérailles. Son porte-parole se contente d'une phrase « Elle n'a eu aucun contact avec lui depuis plus de 30 ans ». Ce silence en dit plus que n'importe quel discours. Ike Turner n'a pas seulement été son premier bourreau, il est aussi, paradoxalement, celui qui a forgé l'acier dans sa voix et dans son âme. La seule personne que Tina Turner n'a jamais pu, ni voulu, pardonner. À la fin des années 1990, Tina Turner est au sommet d'une carrière qu'elle a reconstruite seule, contre vents et marées. Elle a 60 ans, une énergie intacte, une tournée mondiale, 24/7 Tour, qui s'annonce comme l'une des plus lucratives de l'année, et un public fidèle qui la suit depuis plusieurs décennies. Elton John, de son côté, est en pleine renaissance artistique après des années de turbulences personnelles. Avec son charisme flamboyant et son répertoire intemporel, il remplit toujours des arènes aux quatre coins du monde. Sur le papier, réunir ces deux monuments vivants pour un concert télévisé marquant le passage au nouveau millénaire est une évidence. Les producteurs parlent de événements historiques, les médias s'enthousiasment, les fans se préparent à un moment inoubliable. Pourtant, dès les répétitions, l'alchimie espérée se fissure. Tina Turner a bâti sa réputation sur une discipline intransigeante. Chaque répétition est pour elle un engagement total. Précision, respect des horaires, concentration absolue.
Sa carrière l'a forgé dans la rigueur, après des années, à devoir prouver sa valeur dans une industrie souvent hostile. Elton John, bien que perfectionniste sur scène, travaille différemment. Il aime improviser, se laisse porter par l'instant, entoure ses sessions de répétition d'un certain relâchement, et son entourage n'est pas habitué à entendre un non ferme. Lors d'une des premières répétitions, le ton monte. Le tempo n'est pas bon, les transitions sont hésitantes, et surtout, Elton semble moins impliqué que Tina ne l'exige. Elle interrompt le morceau, s'adresse directement à lui. Il faut qu'on resserre ça. Sa voix est ferme, mais pas agressive. Pourtant, Elton prend la remarque comme une attaque personnelle. Il réplique en l'accusant d'agir comme un sergent instructeur, trop autoritaire, trop rigide. Elle est impossible à côtoyer, aurait-il lâché devant les musiciens. Le silence retombe dans la pièce, les regards se croisent, lourds. Les jours suivants, les répétitions deviennent tendues. Des portes claquent, un pied de micro est renversé, les échanges se font plus rares. La mécanique d'un duo harmonieux se grippe. Sur scène, le soir de l'événement, tout est millimétré. Mais la complicité est absente. Les sourires sont figés, les regards évitent de se croiser. Pour le public, le spectacle est grandiose. Pour ceux qui savent, c'est une performance de façade. Après le concert, Elton John évoque l'expérience à la radio, la qualifiant à demi-mot de frustrante et décrivant Tina comme difficile. De son côté, Tina ne dit rien, ni en interview, ni dans ses livres, ni même en conversation publique avec ses proches collaborateurs. Ce silence, comme toujours chez elle, est éloquent. En privé, elle confie à un ami qu'elle trouve Elton brillant mais fragile. Elle respecte son talent, mais considère qu'il laisse parfois son ego saboter sa grandeur. Pour elle, l'art est une question de feu intérieur et de concentration, pas de clinquant ou de caprice. Après avoir survécu à Ike Turner, à l'industrie musicale, au racisme et au sexisme, Tina estime avoir gagné un droit inaliénable. Celui d'être traitée avec sérieux et respect. Rien de plus. Lorsqu'Elton ne répond pas à cette exigence, la décision tombe sans fracas. Elle ferme la porte, pas de règlement de compte public, pas de rancune affichée, juste une certitude. Ils ne retravailleront jamais ensemble. Ce n'est pas une punition, c'est un réflexe de survie. Pour Tina Turner, certaines collaborations sont comme certaines blessures. On les referme avant qu'elles ne s'infectent. Et dans ce chapitre de sa vie, Elton John reste un souvenir professionnel figé dans le temps, une rencontre entre deux titans qui auraient pu embraser la scène, mais qui s'est éteinte avant même d'avoir pris feu. Au milieu des années 1980, Tina Turner est l'incarnation vivante du mot « résilience ». Après avoir reconstruit sa carrière seule, sans mari, sans manager influent et avec presque aucun soutien des maisons de disques, elle frappe un grand coup avec l'album Private Dancer. Le disque se vend à plus de 10 millions d'exemplaires et enchaîne les tubes. What's Love Got to Do With It, Better Be Good to Me, Private Dancer, ce n'est pas un simple retour, c'est une réécriture de l'histoire musicale. Tina n'est pas seulement revenue, elle s'est réinventée, imposant un modèle inédit, celui d'une femme qui atteint le sommet à plus de 40 ans dans une industrie obsédée par la jeunesse. Mais à la même époque, une autre force s'impose, Madonna. Plus jeune, provocante, imprévisible, elle attire les caméras comme un aimant. Son style effronté, son cuir, ses chorégraphies sensuelles et ses clips sulfureux séduisent une nouvelle génération. Les médias adorent comparer les deux femmes, allant jusqu'à surnommer Madonna la nouvelle reine de la pop, comme si le couronnement de l'une devait se faire au détriment de l'autre. Pour Tina, la comparaison est biaisée. Elle ne craint pas l'imitation, mais elle ne supporte pas l'effacement. Car à ses yeux, Madonna ne marche pas dans ses traces, elle les piétine, en oubliant ou en refusant de reconnaître celle qui a ouvert la voie. La blessure n'est pas une question de style musical, mais de principe. Tina Turner a combattu pour prouver qu'une femme pouvait rester puissante, sensuelle et crédible au-delà de 40 ans. Voir une star plus jeune ignorer ce message, c'est nier tout ce pourquoi elle s'est battue. À la fin des années 1980, et au début des années 1990, Madonna lâche, lors de certaines interviews, des pics à peine voilés sur les artistes déconnectés ou incapables de suivre le rythme. Elle ne nomme pas Tina, mais le sous-entendu est limpide. Tina, pourtant, continue de remplir les salles et de danser en talons hauts pendant 2 heures chaque soir. La provocation passe mal. En 1992, lors d'un prestigieux gala réunissant journalistes, producteurs et figures royales de la musique, les deux femmes se retrouvent dans la même salle. Madonna arrive entourée de caméras mises en scène millimétrées. Tina, elle, entre plus tard, sobre et élégante, consciente de l'agitation médiatique que provoquerait un contact. Elles ne s'adressent pas un mot, ne s'échangent aucun sourire, même pas un signe de tête. Les organisateurs, visiblement prévenus, les placent à bonne distance l'une de l'autre. Certains chuchotent que Tina a demandé à éviter toute interaction. Lorsqu'un journaliste lui demande plus tard si elle envisagerait une collaboration avec Madonna, Tina répond simplement « Nous faisons des choses différentes ».
Pas de querelle publique, pas d'insultes, juste un silence net et définitif. Ce silence, chez elle, est toujours une ligne rouge invisible. Avec le temps, Madonna reconnaîtra du bout des lèvres l'influence de Tina sur les artistes féminines. Mais Tina ne joue pas aux alliances de façade. Pas de selfie, pas de poignée de main pour les photographes, pas de discours convenu. Pour elle, le respect n'est pas un outil de communication. C'est un acte qui se prouve dans les moments qui comptent. Ainsi, malgré les années et l'évolution de leurs carrières respectives, Tina Turner ne tournera jamais la page. Ce n'est pas une querelle de diva, c'est une question de loyauté envers son propre combat, et dans ce combat, la reconnaissance est le seul hommage qui compte vraiment. Tina Turner n'a jamais été prodigue de son admiration. Après des décennies à jongler entre adoration publique et humiliation privée, elle avait appris à protéger son estime. Mais David Bowie faisait figure d'exception. Elle voyait en lui un esprit frère, un artiste intrépide qui, comme elle, refusait les étiquettes et se réinventait sans cesse. Tous deux avaient survécu aux tempêtes de l'industrie musicale. Tous deux avaient résisté aux critiques et aux pressions. Tous deux avaient trouvé une façon unique de mêler art et survie. Au début des années 1980, alors que Tina prépare son grand retour avec Private Dancer, leurs chemins se croisent souvent. Ils travaillent avec la même maison de disques, fréquentent les mêmes cercles, partagent même parfois les mêmes plateaux télé. Les producteurs rêvent d'une collaboration, un duo explosif qui marierait la voix volcanique de Tina et la créativité caméléon de Bowie. Dans la presse, on parle déjà d'alchimie inévitable. Bowie lui-même ne cache pas son admiration, saluant en interview l'une des voix les plus captivantes du rock. Mais en 1983, tout bascule. Ce soir-là, à Londres, un grand cadre de maison de disques organise une soirée privée où se presse le gratin de l'industrie. Bowie est là, charmant, exubérant, déjà entouré d'admirateurs et un verre à la main. La conversation dévie vers les sacrifices exigés par la célébrité. Puis, sans prévenir, Bowie glisse une blague sur le passé de Tina avec Ike Turner, cette plaie la plus intime qu'elle porte depuis des décennies. « Eh bien, ça forge le caractère, non ?» lâche-t-il en riant. Tina est à quelques mètres. Elle ne crie pas, ne répond pas. Ne l'humilie pas en retour. Elle sourit poliment, ce sourire crispé que connaissent ceux qui savent encaisser sans broncher, puis elle quitte la pièce. Ce soir-là, elle prend une décision définitive. Plus aucun contact. À partir de ce moment, elle ne répond plus à ses appels. Les propositions de collaboration sont rejetées sans discussion. Un producteur, qui tente d'insister, se heurte à une phrase glaciale « Ce n'est pas prévu ». Ne me reposez jamais la question. Dans ses mémoires, comme dans ses interviews, le nom de Bowie disparaît. Pour Tina, l'incident n'est pas une simple maladresse, c'est une trahison. Elle avait cru qu'il comprenait ce que signifiait survivre à un traumatisme. Mais en une phrase, Bowie avait réduit son vécu à une punchline. Pour elle, il n'y a pas de retour possible après ça. Le pardon, chez Tina, n'est jamais automatique. Il se mérite, et cette nuit-là, Bowie l'a perdu en 5 secondes. Dans les années suivantes, les deux artistes se croisent parfois en coulisses de grands événements. Jamais un mot échangé. Devant les caméras, aucune tension visible, seulement l'absence, ce vide subtil que seuls perçoivent ceux qui savent. Bowie reste dans la mémoire du public comme un génie musical. Pour Tina, il reste comme un rappel cruel que même ceux qu'on admire peuvent décevoir. Dans l'univers de la musique, rares où sont les rencontres entre légendes qui ne se transforment pas en alliances ou en moments mythiques. Pourtant, entre Tina Turner et Aretha Franklin, deux reines couronnées chacune dans leur domaine, la reine du rock and roll et la reine de la soul, il n'y eut jamais de sororité. Pas de querelle publique, pas de scandale retentissant, mais une tension sourde, constante, tissée d'une phrase et d'un principe. Tout commence au début des années 1970, lors d'une répétition pour une cérémonie à New York. Les deux femmes figurent sur le même programme et l'atmosphère est électrique. La rumeur dit qu'Aretha, en aparté, aurait lâché à propos de Tina. Elle crie « Moi je chante ». La phrase ne sera jamais imprimée dans un journal, mais elle se propage vite dans les coulisses de l'industrie. Tina en est informée, elle n'oubliera jamais. Ce n'est pas son style de répondre en public. Elle préfère répliquer sur scène, par la puissance de ses performances, par les standing ovations qui balayent les doutes. Mais en 1983, lorsque les producteurs des Grammy Awards proposent un duo entre elles, Tina refuse net, sans explication. Ceux qui la connaissent le comprennent. Pour elle, une ligne a été franchie. Pas de poignée de main forcée, pas d'image fabriquée pour la presse. Elle ne joue pas aux amitiés de façade. Les années passent, elles se croisent lors de galas, de concerts caritatifs, de cérémonies officielles. Toujours des politesses minimales, jamais de chaleur. Lorsque Aretha Franklin meurt en 2018, Tina publie un communiqué poli saluant l'une des grandes voix de la soul. Mais sans souvenir personnel, sans le mot « sœur », sans affect. Une réponse calibrée qui en dit plus par ce qu'elle omet que par ce qu'elle affirme. Chez Tina, la loyauté est absolue et une fois brisée, elle ne se répare pas. L'histoire avec Phil Spector, elle, est d'une autre nature. Pas d'insultes,
Pas de pic, mais une promesse trahie par un silence. En 1977, Tina est dans une situation critique. Elle a quitté Hick, elle est libre mais ruinée, sans contrat, sans équipe, avec pour seul capital son nom. Phil Spector, producteur génial mais instable, créateur du Wall of Sound, lui tend alors la main. Il promet un album entier, liberté artistique totale, musicien d'exception, moyens illimités. Pour Tina, c'est une bouée de sauvetage. Les répétitions commencent, des maquettes sont enregistrées, Tina s'investit corps et âme, elle réorganise tout son emploi du temps, convaincue que ce projet sera le tremplin vers sa renaissance. Et puis, brutalement, plus rien. Pas d'appel, pas d'explication. Les sessions sont annulées, les musiciens renvoyés. Spector, apprend-elle par des rumeurs, a décidé d'enregistrer avec Ronnie Spector, son ex-femme. Le projet avec Tina est abandonné sans un mot, l'humiliation est profonde. Non seulement elle perd un projet crucial, mais elle réalise qu'elle a mis sa confiance dans un homme capable de l'effacer du jour au lendemain. Elle ne s'énerve pas, ne casse rien. Elle se contente de dire d'une voix froide « ça n'arrivera plus jamais ». Et effectivement, cela ne se reproduira pas. Par la suite, même lorsque la carrière de Tina explose à nouveau, même lorsqu'on lui demande en interview de parler de Phil Spector, elle n'offre jamais plus qu'un sourire crispé ou un haussement d'épaule. Dans ses mémoires, pas une ligne sur lui. Dans les livrets de ses albums, aucune mention. Quand, dans les années 2000, Spector fait la une pour le meurtre de l'actrice Lana Clarkson, Tina garde le silence. Elle n'a pas besoin d'ajouter sa voix, l'effacement est déjà total. Chez Tina Turner, le silence n'est pas un signe d'oubli, mais une déclaration. Il est son ultime frontière. Qu'il s'agisse d'une remarque méprisante comme celle d'Aretha Franklin ou d'une trahison professionnelle comme celle de Phil Spector, la réponse est la même, plus rien. Pas de colère publique, pas de mots qui dépassent, juste une absence glaciale qui devient définitive. Car pour elle, la dignité se préserve parfois mieux en se taisant qu'en criant. Et ce silence, chez Tina, est plus tranchant que n'importe quel éclat.